là, c'était Nora. Si je prends Rudi Descas, dans la deuxième histoire, lui, il est forcé à un moment d'admettre, non seulement qu'il a insulté sa femme dans cette conversation qu'il a eue dans la récente dispute, mais surtout, il est forcé d'admettre un souvenir désagréable de jadis, lorsqu'il s'est fait littéralement casser la gueule par des élèves de son lycée en Afrique. Mais ce n'est pas seulement un souvenir qui revient ainsi à la mémoire, c'est tout un récit de soi qui se voit à ce moment-là condamné à révision. Comme Nora, qui s'était construit un récit plein de ressentiment et de rancune vis-à-vis de son père, Rudi, lui, il croyait avoir été sincèrement humilié dans ce lycée d'Afrique. Et cette humiliation avait constitué ensuite la trame de son identité narrative. Ensuite, en France, où il avait en somme fait exprès de négliger après le petit boulot qu'il avait été obligé de prendre et qu'il méprisait. Or, il se rend compte, dans son souvenir, que cette humiliation, c'est lui-même, en fait, qu'il avait infligée, ou provoquée. C'est lui qui avait réagi pour cacher sa propre honte vis-à-vis d'un crime commis par son père, des années avant. Troisième extrait. Rudi mit le contact, passa la marche arrière, et la vieille Nevada ronflante, fumante, se dégagea de sa place. Et alors que depuis 4 ans, il entretenait soigneusement pour lui-même la théorie de la cruauté profonde de ces 3 garçons qui l'auraient agressé puis brutalisé leur plaisir, il savait maintenant qu'elle était mensongère. Bon, il l'avait su, mais en refusant de le savoir. Et voilà qu'il ne le refusait plus, et qu'il se rappelait la gentillesse, l'embarras, l'étonnement qu'il avait perçu chez eux alors qu'il le tenait immobilisé et lui causait sans s'en rendre compte une douleur dont il ne se remettrait jamais complètement, car il cherchait le moyen de sortir de cette situation en protégeant leur dignité et leur sécurité comme celle du professeur, et chez eux nul désir de vengeance, nulle volonté de le malmener malgré l'effroi et la souffrance qu'il venait d'occasionner aux garçons de Dar al-Salam. Il avait compris, en les entendant parler au-dessus de lui, en écoutant leur voix nerveuse, stupéfaite, dénuée de rancœur, qu'ils admettaient parfaitement, avec leur bon sens adolescent, que le professeur eût pété les plombs, même si cela les surprenait venant de ce professeur-là. Alors que Rudi, lui, haïssait le garçon de Dar al-Salam. Alors qu'il avait haï, jusqu'à maintenant, sur le parking de Manly, ces 3 élèves qu'il avait rendus responsables dans son cœur de son retour forcé en Gironde, de ses ennuis, de son malheur. Nul doute, se dit-il en quittant le parking pour s'engager sur la route, que le ressentiment général, la colère et la mystification avaient pris leur quartier en lui à ce moment-là, lorsqu'il avait choisi de se croire la victime des garçons, plutôt que de regarder en face cette haine enrobée de sourires et d'amitié, tout droit issu de Dar al-Salam, où Abel Descas avait assassiné son associé. Oh oui, nul doute, se dit-il, que sa disgrâce actuelle était partie de là, de sa lâcheté, de sa complaisance envers lui-même. Merci. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, puis on pourrait dégager la même structure pour le 3e personnage, Kadi Demba, mais il me semble qu'on voit bien ce à quoi je voulais en venir. Donc, il s'agit à chaque fois d'un processus d'émancipation, ou du moins de libération d'un personnage vis-à-vis de certains de ses récits antérieurs qui prétendaient le constituer. Des récits toujours bâtis sur des rancœurs familiales et qui s'appuyaient sur une fausse interprétation d'événements anciens, brusquement remémorés. Une fausse identité ou un faux récit construit comme une excuse ou une justification trop facile et qui provoquait en somme ce contre quoi ils étaient censés se dresser. Tout le jeu de culpabilisation apparaît alors notamment comme une construction réactive et en fin de compte égoïste et inappropriée. Là encore, il me semble qu'on est assez proche de Sartre et de son analyse de la mauvaise conscience. Et puis,
la dislocation ou la dissolution de ces faux récits, eh bien, c'est ça qui est bien chez Marianne Diaye, ça ne va pas conduire le personnage à une espèce de libération totale, triomphante, mais ça lui permet simplement de quitter un blocage provisoire. De la même manière que le récit de Marianne Diaye commence au beau milieu d'une prise de tête, sans préparation ni origine claire, de même, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin nette à la fin, qui viendrait clôturer le récit comme une résolution évidente. On quitte le personnage comme on l'avait rencontré, puis on ne sait jamais ce qu'il va faire, ou ce qu'il ou elle va réussir à mettre en œuvre. Est-ce qu'elle va réussir à mettre en œuvre ces nouvelles résolutions? Est-ce qu'il va s'en sortir? On n'en sait rien. C'est juste la mise en scène partielle et temporaire d'un déblocage provisoire, sans accomplissement définitif. Ce qui laisse alors au récit une forme d'indétermination ou d'ambivalence qui correspond assez bien, selon moi, à une certaine idée de liberté. Pour le personnage, bien sûr, mais aussi pour le lecteur, qui a suivi le personnage à travers les phases, les phrases de sa macération mentale. Alors bien sûr, on peut voir, je crois, en quoi le choix de cette œuvre de Marianne Diaye, vous savez pas moi qui l'ai choisi, hein, puis la lecture que j'en fais, me permet, peut-être trop facilement, de replier mes deux thématiques l'une sur l'autre, c'est-à-dire d'un côté l'enseignement de la littérature en général, et puis la question de la liberté de l'autre. À mon sens, bien sûr, une œuvre comme Trois femmes puissantes met clairement en scène un ou des processus d'émancipation d'un sujet vis-à-vis de lui-même et des fausses culpabilités qu'il tienne ou qu'il enserre. Et puis la puissance qui figure dans le titre de l'œuvre, eh ben, justement, il me semble qu'elle doit être rapprochée du sens que lui donne Spinoza. Alors, ça veut dire pas seulement le pouvoir héroïque d'affirmation d'une identité rigide, mais plutôt la possibilité d'un déploiement des différentes potentialités de nos vies. Des vies qui sont entendues ici comme des récits entrecroisés, des récits engoncés dans des identifications tristes et qui ont à chaque fois la possibilité de retrouver un dénouement qui nous redonne de la puissance. Et puis alors, on retrouve à ce que je disais à propos de la sensibilité narrative et pratique, qui est, selon moi, le but de l'enseignement de la littérature. Si nos existences sont tissées de récits, d'identifications et de corps co-affectés, alors la littérature peut nous aider à acquérir plus de souplesse, voire de puissance, dans nos manières de nous raconter nous-mêmes et dans les récits communautaires qu'on va tisser les uns avec les autres, puis avec les choses. Et ici, la lecture de Marianne Diaye nous fait vivre en acte, à travers les phrases et les phases que vivent les personnages, comment une telle puissance peut se déployer contre les identifications figées et les fausses culpabilités qu'on trimballe. Mais c'est bien à ce moment-là que se pose la question du choix du texte. Trop facile, je disais plus haut, de choisir Marianne Diaye. Peut-être. En tout cas, je pense effectivement que tous les romans ne se valent pas sur ce plan. Et il faut que je dise quand même que je prends de plus en plus de soin, moi, à choisir le type de littérature que je propose à mes élèves. Puis oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus des auteurs, même des classiques, hein, que je ne peux plus enseigner, que je ne veux plus enseigner. Alors l'exemple caricatural pour moi, c'est Zola. Voilà. Zola, par exemple, je ne peux pas. Parce que, selon moi, Zola, il méprise ses personnages. Puis il nous fait croire... il nous fait croire qu'une espèce de déterminisme social dont il se permet ensuite lui-même de rire tristement avec nous depuis une espèce de position critique détachée. C'est pas possible, quoi. Alors, petit, puis on va bientôt arriver au bout, mais j'utilise à ce moment-là la critique que fait Diderot dans Jacques le Fataliste. Si vous n'avez pas lu Jacques le Fataliste, c'est le moment. C'est d'ailleurs intéressant, parce que j'ai lu Jacques le Fataliste avec une de mes deux classes, juste avant de commencer Trois femmes puissantes. Puis ça, c'est un effet aussi qui se construit dans le rapport avec les classes. C'est-à-dire qu'on peut se référer à une lecture qu'on a faite avant. Donc on a quelque chose comme une culture commune, puis on peut se faire des clins d'œil, dire « Ah, vous voyez, c'est comme Jacques. Ah ouais, pour nourrir la lecture suivante, quoi. Pour Marianne Diaye, c'est facile, par exemple. Quand on a fait Jacques le Fataliste avant, de décrire la question de la structure du roman, puis la question de la liberté des personnages. Alors, Jacques le Fataliste, je la fais courte. Qu'est-ce qui se passe? Diderot, qu'est-ce qu'il fait? Il critique le roman, qui est un genre relativement nouveau au XVIIIe. Bon, justement, il dit, parce que le roman, il nous fait croire à une nécessité des actes et des identités, qui se construisent selon un schéma cohérent et linéaire,
Au contraire, le narrateur de Jacques le Fataliste, qu'est-ce qu'il fait avec beaucoup d'ironie, c'est Diderot, bon. Alors lui, il se targue d'être partiellement ignorant du destin réel de ses propres personnages. Il interrompt constamment l'intrigue par d'autres intrigues, dont certaines sont laissées parfaitement inachevées d'ailleurs. Il interpelle le lecteur constamment, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu lis ça, hein. Puis il s'en moque. Puis il va même jusqu'à arrêter brusquement son récit à la fin, disant bah, je ne connais pas la fin. Alors il y a 3 fins possibles, mais elles me paraissent les 3 pas tellement crédibles, mais bon, je vous laisse ça, quoi. C'est comme ça que ça se termine, Jacques le Fataliste. Alors, vous voyez, si je reprends à mon compte cette critique, je vais dire en somme qu'un bon roman ne nous enferme pas dans la fatalité de son organisation romanesque. Ou du moins, il nous donne les moyens de nous en distancier narrativement. Comme chez Marianne Ndiaye. Elle ne nous force pas à adopter une origine précise pour ses personnages, elle nous propose aucune conclusion définitive, puis surtout, elle nous montre clairement qu'il s'agit à chaque fois d'une perspective particulière, puisque particulière est donc limitée, puisqu'on est en focalisation interne. Autant les personnages que les lecteurs restent donc libres, même et peut-être d'autant plus que cette liberté se paye de devoir se fatiguer à traverser des phrases compliquées, des réflexions pénibles et peu héroïsantes, avec peu d'action et beaucoup de doutes, et puis de devoir rencontrer des corps étranges qui semblent constamment échapper à leur propre porteur. Pour le dire encore autrement, ce qui est aliénant, c'est de nous faire croire à une liberté facile et dégagée de tout poids, alors qu'à l'inverse, on a un travail pénible de l'émancipation. C'est la liberté qui est aliénante. Je refais un paradoxe. Puis si un jour on me force à lire du Zola, en classe, alors je ferai en sorte, oui, c'est vrai, de suppléer au narrateur du texte, soi-disant omniscient, tout-puissant, pour montrer aux élèves le type de contraintes que ce narrateur tente de mettre en place, à la fois sur nous puis sur ses personnages, pour leur apprendre à s'en méfier, ou à prendre de la distance, quitte à ce moment-là, bien sûr, à moi-même adopter une position extra-textuelle de pouvoir vis-à-vis des élèves. Sauf que bon, le meilleur remède par rapport à ça, c'est toujours de mettre en série une lecture comme Zola au milieu d'autres lectures différentes. Des lectures qui pourront alors servir de contrepoids ou de décalage heureux. À ce propos, j'ai oublié de dire une chose qui me paraît simple, mais bon, j'ai oublié de dire que je cherche plus en plus dans mon enseignement, de français, de philo aussi, à ne prendre que des œuvres qui non seulement me paraissent ouvertes et libérantes, comme je viens de dire, pour les élèves, mais surtout, et par la même occasion, des œuvres qui me rendent heureux ou qui m'enthousiasment dans ma présence corporelle en classe. Voilà. Et puis si, à ce moment-là, c'est sans doute impossible d'échapper au transfert, c'est-à-dire de ne pas incarner pour des élèves une certaine figure d'autorité et de fascination, alors moi, ce que je souhaite, pour ma part, c'est d'incarner moins une figure d'expert doté d'un grand savoir critique que plutôt celle d'un adulte de 54 ans, encore capable de s'enthousiasmer pour son enseignement et pour la littérature. Leur présenter un corps capable d'être toujours à nouveau traversé, bouleversé par des textes et par les enjeux que ces textes mettent en scène ou en langue. Quitte à passer, je le crains assez souvent, pour une espèce de cinglé, dont on va évidemment de nouveau chercher à se protéger, puis c'est tant mieux, hein, se protéger en le mettant à distance, une espèce de posture d'original, d'extravagant. Mais à ce moment-là, moi, à chaque fois, je me moque moi-même de ma posture de cinglé. Donc. Bref, à travers mon propre corps et à travers le corps des textes que je lis avec eux, j'essaye de ne pas fournir à mes élèves des modèles d'identification nécessairement aliénants, mais plutôt de leur apprendre une certaine compétence joyeuse qui consiste à délier constamment nos récits et à se méfier ou à déjouer nos identifications figées pour mieux retrouver le plaisir de s'autoriser à être soi-même et pour soi-même. Un texte ouvert.